Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler avec Jacques Sapir. Bonjour. Monsieur Sapir, est-ce que vous pourriez bien vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je suis un économiste, maintenant directeur d'études à la retraite à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur associé à l'École d'économie de Moscou, qui est un département en fait de la MGU, et puis chercheur toujours, probablement jusqu'à ma mort, sur l'économie et sur les problèmes de l'économie russe. Et aussi, Monsieur Sapir, il connaît très bien la question de l'apprentissage de la langue russe à l'étranger, notamment en France. Oui, enfin, surtout en France, c'est pas que je la connaisse bien à l'étranger en général. Je la connais parce que j'ai été amené à faire un rapport pour le ministre en 2002. Et dans ce rapport, qu'on avait fait d'ailleurs avec un collègue, nous avions déjà, d'une certaine manière, constaté l'effondrement de l'enseignement du russe en France. C'est un enseignement où il y avait, quand moi, je faisais du russe, donc dans fin des années 60, début des années 70, puisque j'ai passé mon baccalauréat en 1971, il y avait environ 150 000 lycéens qui étudiaient le russe, que ce soit dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. On avait estimé le nombre de lycéens à 110 000 au début des années 1990, et en 2002, quand nous avions rendu le rapport, ce nombre était tombé à 25 000. Aujourd'hui, pour en avoir encore discuté avec des professeurs de russe, et en particulier des agrégés de langue russe, il n'y en a plus beaucoup malheureusement, c'est probablement autour de 20 000. Autrement dit, le nombre d'étudiants, le nombre d'élèves qui apprennent le russe a été divisé par 7 depuis 1970. Et à votre avis, pourquoi est-ce que ce déclin a eu lieu? Alors, il y a de très nombreuses raisons. D'abord, on ne peut être qu'étonné par ce déclin parce que 1970, on était en plein dans la guerre froide et il y avait malgré tout un grand nombre de jeunes lycéens qui apprenaient le russe. Aujourd'hui, où on n'est plus dans cette situation de guerre froide, on devrait s'attendre à ce que l'enseignement du russe reste important, et pourtant il s'effondre. Alors il s'effondre, à mon avis, pour essentiellement deux raisons. La première raison, c'est que, et c'est curieux à dire, hein, mais c'est que l'enseignement du français s'est beaucoup dégradé. L'enseignement Or, du français. du français, oui. On apprend de moins en moins la grammaire aux jeunes lycéens. Or, comme toute langue à déclinaison, et c'est vrai aussi pour l'allemand d'ailleurs, le fait de ne pas connaître la structure grammaticale de la phrase est un terrible obstacle quand on veut apprendre une langue à déclinaison. Alors, dans les années 60 et au début des années 70, non seulement on apprenait bien la grammaire, mais en plus, une grande partie des lycéens apprenaient le latin. Donc, nous avions déjà été confrontés à une langue à déclinaison quand nous choisissions justement de prendre la langue russe ou l'allemand. Le russe, il faisait moins peur à l'époque? Il faisait moins peur et surtout c'était plus facile parce que d'une certaine manière, à partir du moment où vous avez déjà été confronté au principe des déclinaisons, que ces déclinaisons soient en latin, en russe, en allemand, c'est toujours le même système. Donc, vous avez d'une certaine manière la routine de ce système déjà inscrite dans votre cerveau. Alors ça c'est la première raison, et c'est, à mon avis, probablement la raison fondamentale. Il y a une autre raison, c'est tout simplement le fait que le ministère, le gouvernement, enfin les divers gouvernements, parce que c'est une pratique constante depuis maintenant environ 30 ans, ont cherché à faire des économies, et pour faire des économies, ils réduisent ce qu'ils appellent les langues rares. Alors, dans les langues rares, on a mis l'allemand, le russe. L'allemand aussi, non? L'allemand est considéré comme une langue rare. Le nombre d'élèves qui étudient l'allemand est certes plus important que le nombre d'élèves qui étudient le russe, mais ce nombre a été divisé par 6 en 20 ans. L'italien, qui a quasiment disparu maintenant dans les lycées, et donc on va vers un enseignement qui sera uniquement de l'anglais et de l'espagnol. Alors, je ne conteste pas que l'anglais et l'espagnol soient des langues importantes. Hein. C'est vrai que pour communiquer, ce sont des langues qui sont extrêmement utiles, mais néanmoins, le russe est quand même parlé par de très nombreuses personnes.
pas qu'en Russie d'ailleurs, hein. On peut se débrouiller avec le russe quand on va au Kazakhstan, au Tadjikistan, toute une série de pays. Et donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement dommage, cette réduction du nombre d'élèves qui apprennent le russe. Et à votre avis, aujourd'hui, quel est le profil d'un élève modèle qui apprend le russe? Alors, il y a comme toujours des profils très divers. Vous avez probablement les troisième ou quatrième génération des fils d'émigrés. Moi-même, j'étais une deuxième génération. C'est mon père qui est né en Russie. Moi, je suis déjà né en France, à Paris. Mais il faut le dire, dans la classe de russe du lycée, nous formions, nous, les enfants d'émigrés, nous formions à peu près la moitié des élèves de la classe de russe. Donc, il doit y en avoir encore quelques-uns. Après, les enfants de famille qui maintiennent un intérêt pour la Russie. Alors, que ce soit pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles, je pense essentiellement, oui, ça doit rester. Et puis, mais ça c'est pas tellement pour les lycéens, ça serait plutôt pour les étudiants, ou disons pour des lycéens qui prendraient le russe comme troisième langue, donc à partir de la classe de première, et puis qui voudraient le continuer après à l'université. Le fait que, et maintenant ça se sait, il y a des opportunités de travail pour des jeunes Français et des jeunes Françaises en Russie. Que ce soit dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'industrie, etc. Et d'ailleurs, parmi les étudiants que j'ai eus en thèse, un certain nombre ne sont pas allés à l'université, disons n'ont pas continué à l'université, ne sont pas devenus professeurs, mais sont partis en Russie travailler, parfois dans des entreprises russes, le plus souvent dans des entreprises françaises travaillant en Russie, comme Total, comme Renault, etc. Donc, il y a aussi cet aspect-là, je dirais, qui est un aspect plutôt de dire, je vais apprendre la langue russe parce que c'est une langue qui va me donner du travail, qui va me permettre de faire une carrière avec des opportunités que je n'aurai pas si je reste en France. Monsieur Sapir, et à votre avis, quelles difficultés peut rencontrer une personne qui veut apprendre le russe étant en France? Alors, d'abord, la première difficulté, ça sera de trouver des professeurs, de trouver un lycée où l'enseignement du russe est organisé. Il y en a de moins en moins. Donc, et ça, c'est vrai que ça contribue terriblement à l'effondrement du nombre général d'élèves. Ça, c'est premier. Après, il y a les difficultés classiques. D'abord, le problème de la prononciation. Et là, la seule solution que je puis donner à un jeune Français ou une jeune Française qui voudrait se mettre au russe, c'est trouvez-vous un professeur qui vous fasse chanter en russe. C'est la meilleure méthode pour se mettre dans l'oreille la musicalité spécifique de cette langue. Ça, c'est un premier point. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est réviser sérieusement votre grammaire française. Parce que si vous ne savez pas ce qu'est un complément d'objet direct, si vous ne savez pas ce qu'est un attribut et la différence entre un sujet et un attribut, eh bien, vous aurez des problèmes infinis avec les déclinaisons. Par contre, si vous savez quelle est la place du mot dans la structure grammaticale de la phrase, ça sera immédiatement beaucoup plus facile. Alors, ça veut dire que vous allez devoir, d'une certaine manière, revenir sur vos bases de français, parce que les bases de l'enseignement du français sont très mauvaises aujourd'hui, mais c'est absolument indispensable. Et le troisième conseil, je leur dirais, ne faites pas ce que j'ai fait moi. Qu'est-ce que vous avez Et fait? ce qui veut dire, apprenez du vocabulaire. Parce que j'ai appris le russe, mais je l'ai aussi entendu non pas directement dans ma famille, mais auprès de ma grand-mère. Ma grand-mère, la mère de mon père, évidemment, née elle aussi en Russie, qui avait émigré en France dans les années 30, qui était d'ailleurs devenue professeure de russe dans le système français, eh bien, dès que j'allais chez elle tous les week-ends, eh bien, elle me parlait en russe. Et donc, je me suis dit, les listes de mots de vocabulaire, j'ai pas besoin de les apprendre. Sauf que,
Je suis d'ailleurs allé en Union soviétique en 1970 et en 1971, et à l'époque, je pense que je parlais un russe tout à fait correct, mais après, je n'ai plus pu y retourner. Et là, le problème, c'est que, bien sûr, les structures de la grammaire sont restées. J'ai gardé la mémoire de tous les problèmes de grammaire. Il n'y en a pas comme ça, d'ailleurs, en russe. J'ai gardé le souvenir de comment on place les verbes de mouvement, les perfectifs, les imperfectifs, mais il me manque des mots. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends quand on me parle, je peux écouter la télévision sans problème, je peux lire, même je peux plus facilement écrire que je ne puis parler. Et c'est pour cela que mon conseil principal sera n'hésitez pas à apprendre des listes de vocabulaire. D'une certaine manière, il est moins important que vous fassiez une faute de grammaire que vous oubliez un mot, alors que moi j'ai été élevé de manière inverse, c'est-à-dire que pour ma grand-mère, il était extrêmement important d'avoir une grammaire correcte. Et donc, comme je sais que par moments je vais faire des fautes, ça a tendance à me bloquer aussi dans ma manière de parler. Donc voilà, n'hésitez pas à parler, apprenez du vocabulaire et essayez de parler le russe même quand vous êtes en France. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus possible et il m'est arrivé de pouvoir indiquer leur chemin à des groupes de touristes russes en France, qui étaient très étonnés de trouver dans l'autobus quelqu'un qui parlait leur langue. Bon, et c'est toujours pour moi un immense plaisir. Mais voilà, la pratique et la pratique constante de la langue, c'est la clé et c'est la base de la véritable connaissance de cette langue. Et pour les personnes qui apprennent le russe, quelles opportunités peuvent s'offrir à elles? Alors, ça dépend des secteurs, mais en réalité, les étudiants français, comme en règle générale les étudiants européens, sont assez demandés dans les secteurs de la finance et de la banque. Et vous savez, la France a une espèce de tradition dans les mathématiques bancaires. Bon, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a énormément de jeunes Français qui sont allés travailler à Londres, hein, qui sont allés travailler dans la City. Or, aujourd'hui, les grandes banques russes, la Sberbank, Gazprombank, Rosneft-Bank, bon, commencent à se poser le problème justement du développement de ces méthodes mathématiques dans la prévision financière. Donc oui, là, il va y avoir un créneau qui va s'ouvrir. Il va y avoir aussi des créneaux qui vont s'ouvrir dans la gestion et qui se sont déjà ouverts, hein, que ce soit pour des entreprises françaises, que ce soit pour des entreprises russes travaillant avec des entreprises françaises et qui auront besoin à ce moment-là d'avoir des Français, ne serait-ce que pour maintenir le lien avec l'entreprise française avec laquelle elles sont en contact. Et là, si je puis donner un conseil, il est important de suivre une filière où on va apprendre ce qu'on appelle la gestion des problèmes transculturels. Parce que, oui, les Russes sont culturellement des Européens, mais il y a autant de différences au sein des Européens qu'il peut y en avoir entre d'autres pays, enfin disons dans d'autres zones. Et d'une certaine manière, on sait très bien que la culture économique en Allemagne n'est pas exactement celle de la France, qui elle-même n'est pas exactement celle de la Grande-Bretagne, qui elle-même n'est pas exactement celle de l'Italie. Bien, c'est encore plus vrai quand on regarde sur la Russie. Et donc, il faudra certainement avoir des connaissances en ce qu'on appelle la gestion transculturelle. Mais ça sera d'une certaine manière un atout en plus pour ces jeunes, parce que s'ils ont cela, ils seront demandés non seulement par les entreprises françaises, mais par les entreprises russes qui veulent travailler avec la France. Donc oui, je pense, alors, on va pas se le masquer, il ne s'agit pas de dire que demain 100 000 ou 200 000 jeunes Français pourraient venir à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans les grandes villes de Russie, ce qui est déjà le cas à Londres. Hein. Mais je pense qu'on peut avoir une communauté de 10 à 15 000 jeunes sur Moscou, probablement de 4 à 5 000 sur Saint-Pétersbourg. Oui, il y a à l'évidence des possibilités, et je le vois dans la rapidité avec laquelle certains de mes anciens étudiants
ont trouvé un travail. D'ailleurs, il y en a deux pour lesquels j'ai envie de leur dire, si je vous retrouve, je vous donne une fessée, parce qu'ils n'ont pas terminé leur thèse. Ils sont partis travailler avant d'avoir terminé une thèse. Ça, monsieur le professeur n'est pas du tout content de cela. Mais d'un autre côté, si vous voulez, l'un d'eux, une grande entreprise française, dont je tairai le nom, l'a recruté et lui a proposé un travail autour de 5 à 6 000 euros par mois. S'il avait continué sa thèse et qu'il avait voulu faire carrière dans l'université, un jeune maître de conférence gagne 2002, 2300 euros par mois. Donc, je ne peux pas lui en vouloir d'avoir cédé à ces incitations financières. Bon, mais oui, il y a des développements qui sont loin d'être négligeables en Russie. Et à votre avis, il vaut mieux choisir un prof qui est natif, un russe natif, ou un français qui a appris le russe? Alors, en réalité, dans mon cas, pratiquement tous mes professeurs n'étaient pas des Français natifs. C'était des gens qui, évidemment, connaissaient très bien le russe, mais, par exemple, j'ai eu pendant très longtemps un professeur qui était une femme d'origine indienne, mariée à un Français, et qui avait vécu depuis son enfance jusqu'au moment où elle avait terminé l'université en Union soviétique. Mais elle devrait parler presque comme une native. Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, oui, il vaut mieux avoir un professeur qui a été tellement imprégné de la langue russe, alors qu'il soit natif ou pas, c'est pas le problème, mais qu'il est tellement imprégné de la langue russe, qu'il ait évidemment cette familiarité avec la langue. Dans le même temps, il est bon aussi que ce professeur ait une véritable connaissance de la structure de la langue russe, parce que quand on parle de gens qui sont natifs, qui sont ce qu'on appelle des locuteurs natifs dans la langue, je prends le cas de mon père. Mon père a toujours été incapable de m'aider quand j'avais un travail à faire en russe. Bon, version un petit peu, mais sur le thème. Pourquoi? Parce qu'il avait appris le russe de manière assez spontanée avec ses parents. Il continuait de parler un très bon russe, il avait évidemment un accent parfait, il parlait un russe des années 20, hein, c'est-à-dire pas le russe soviétique et post-soviétique actuel, mais il ne connaissait pas techniquement toute une série de subtilités, en particulier dans la grammaire russe. Et ma grand-mère, elle, avait fait des études de linguistique à l'université de Moscou, avant la guerre de 14. Et donc, elle avait acquis une familiarité avec les problèmes grammaticaux. Elle connaissait d'ailleurs le slavon, et elle a pu me montrer ainsi les racines de certains mots en slavon. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est devenue, quand elle a émigré, donc après-guerre, elle a cherché un travail, et elle est devenue professeure de russe, parce que, évidemment, elle avait une maîtrise technique de la langue russe, qui se complétait évidemment par sa maîtrise naturelle, puisqu'elle était une locutrice première de la langue russe. Donc ça, je pense que c'est aussi extrêmement important, et d'avoir quelqu'un qui a fait un petit peu de grammaire comparée, c'est-à-dire qui connaît très bien la grammaire russe, mais qui connaît aussi comment fonctionne la grammaire du français ou la grammaire de l'allemand, afin qu'il puisse expliquer à un jeune étudiant, une jeune étudiante, voilà, tu as telle règle qui s'applique en français et tu as telle règle qui s'applique en russe. Tu vas croire que la règle russe, c'est comme la règle française. Oui, dans 80% des cas, mais il y a quand même des différences. Et comme disait ma grand-mère, la principale différence, c'est qu'il y a beaucoup moins d'exceptions en russe qu'en français. Ah, le français, que des exceptions. Toi. Parler avec un bon russe. Parce que je l'ai entendu, si vous voulez. Je l'ai entendu pendant toute mon enfance. Quand ma grand-mère était hélas morte, j'avais 26 ans. Donc, elle était née en 1890 et elle est morte en 1980. Bon, donc, pendant toute mon enfance,
je l'ai entendu parler russe. Je l'ai entendu parler avec ses amis de l'immigration, parce que elle vivait dans ce quartier de Paris, c'est dans le 16e arrondissement, où il y avait des centaines d'émigrés russes. Donc, elle invitait ses amis à la maison. Moi, j'étais tout petit, donc, et ces gens parlaient en russe. Elle parlait en russe avec ses frères qui vivaient en Italie. Bon, donc quand elle parlait au téléphone avec eux, elle parlait en russe, évidemment. Donc, j'ai entendu pendant toute mon enfance parler russe. C'est pour ça que, d'une certaine manière, je ne suis pas déstabilisé par la musicalité de la langue russe. Au contraire, je m'y sens extrêmement familier. Je suis par contre beaucoup plus déstabilisé par mon manque de vocabulaire, qui vient du fait que je n'ai pas pratiqué le russe de manière active, je l'ai pratiqué de manière passive, en lisant, mais pas de manière active, grosso modo de 1971 à 1990, puisque je n'ai commencé à retourner en Union soviétique, puis en Russie qu'à partir de 1988. Et encore, malheureusement, je n'ai pas pu faire ce qu'on appelle des séjours de longue durée. Alors, je suis persuadé que la clé de la maîtrise de langue russe, c'est le fait de pouvoir passer 2 mois, 3 mois, 4 mois en Russie à partir d'un certain moment. Il ne faut pas le faire trop tôt, mais à partir d'un certain moment, quand on a atteint un certain niveau dans l'apprentissage, oui, c'est le moment. Et il faut aller passer tout un été, ou il faut aller passer un semestre en Russie, et c'est là où vous apprenez véritablement le russe, quitte à apprendre des formules idiomatiques qui sont peut-être des formules un petit peu argotiques. Bon, quand je suis revenu de mon premier voyage, je parle à ma grand-mère, bon, puis elle me dit « Non, non, tenez pas, c'est pas comme ça qu'on parle. » Bon, bien, parce que comme on s'était lié d'amitié avec des jeunes Russes de notre âge, qui étaient d'ailleurs dans un hôtel à côté d'une autre, voilà, et ils parlaient un russe qui n'est évidemment pas le russe qu'on apprend au lycée. Monsieur Sapir, et à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait motiver les jeunes Français à apprendre le russe? Alors, la motivation, c'est vrai que c'est un problème, parce que la motivation ancienne, qui était une motivation soit politique, soit culturelle, implique des références culturelles que bien souvent, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus. Ma grand-mère m'a fait lire beaucoup de livres en russe. J'ai lu Преступление и наказание, Crime et châtiment, bien sûr, Grépé, Vainaïmé, en russe. Je demandais si Oui, vous avez lu. oui, tout à fait. Bratya Karamazova. Et parce que ces livres font partie de la culture universelle, en tous les cas certainement de la culture européenne, j'ai pris un immense plaisir à les lire. Bon. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai bien peur que la culture, par exemple, la culture de Dostoïevski, la culture de Tolstoï, la culture de Tchekhov, bon, parle beaucoup moins aux jeunes. Par contre, ce qui peut leur parler, c'est 2 choses. Alors, d'une part, les opportunités pour faire sa vie, pour trouver un travail, oui. Et puis, les travaux scientifiques. Là aussi, un point important, et non seulement pour moi, mais pour mes camarades de la classe de russe, c'est que comme nous lisions le russe sans difficulté, nous pouvions utiliser comme manuel de mathématiques et de physique les livres qui étaient publiés aux éditions Nauka. Or, l'enseignement des mathématiques et de la physique au niveau des dernières classes du lycée, 11e, 12e classe en Russie, qui correspond grosso modo à la première et à la terminale dans le système français, cette pédagogie des mathématiques était tout à fait remarquable. Et ça, alors, j'étais dans une classe d'une section mathématique, j'ai ce qu'on appelle un bac mathématique, un bac C, et donc avec tous mes camarades, à tel point d'ailleurs que des camarades qui
n'étaient pas dans notre cours de russe venaient nous voir pour nous dire est-ce que tu peux me traduire telle et telle page de ce livre parce que c'est bien mieux que dans notre manuel français. On comprend bien mieux. Et j'ai rencontré à l'université des gens qui avaient été attirés vers le russe par cette question de la pédagogie des mathématiques. En particulier un physicien, qui est maintenant à la retraite, qui m'a dit « Mais moi, je n'avais aucune raison d'étudier le russe, et je m'y suis mis après le baccalauréat quand j'étais dans une classe préparatoire, parce que notre professeur nous a dit sur tel et tel sujet, les meilleurs manuels sont les manuels soviétiques. Donc, allez les voir. » Et pour aller les voir, il fallait que je connaisse le russe. Donc, il avait appris les Russes pour les mathématiques. Bon, moi, ça a plutôt été pour lire les grands auteurs, mais ça peut être aussi une incitation. Et maintenant, parlons un peu de vous. Comment est-ce que la langue russe et la culture russe ont imprégné vos parcours personnels et professionnels? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a la connaissance de la culture russe, de la culture classique russe, bon, de Pouchkine, de Dostoïevski, de Tolstoï, bon, ça c'est une évidence. Il y a aussi la connaissance de l'histoire russe, parce que ma grand-mère, quand j'avais 11-12 ans, elle me dit tu vas lire quelque chose d'un petit peu plus sérieux là que les choses que tu lis en russe, et elle m'a mis dans les mains les livres de Karamzin sur l'histoire de la Russie. Donc, j'ai découvert ça. Vous l'avez lu en russe? En partie en russe et en partie en français, enfin, qu'elle me traduisait. Mais ouais, il y a des pages que j'ai lues. Parce que c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Hein. C'était un vrai défi. Il y a des mots. Mais tout à fait. Parce que il y a les anciens signes, il y a le signe dur qui n'existe plus, il y a des mots qui sont complètement tombés en désuétude, il y a des structures grammaticales qui sont assez différentes. Il y a des termes historiques. Oui, il y a des termes historiques. Mais ça, les termes historiques, dans ma famille, on connaissait. Donc, j'avais moins de problèmes. Mais voilà, il y avait de vraies difficultés au niveau de la langue. Après, c'est vrai que l'accès que j'avais au russe a joué dans ma carrière d'économiste parce que c'est ce qui a, d'une certaine manière, non pas décidé, mais a certainement aidé mon basculement vers l'économie soviétique, l'économie de la Russie, l'économie de la transition. Un ami de mon père avait avec lui des archives importantes sur l'économie soviétique dans les années 60, et il me dit, bon, de toutes les manières, je vais m'en débarrasser parce que déménager d'un appartement à un autre. Il dit, mais ça, toi, ça peut t'intéresser. Et oui, ça m'a intéressé. Et donc, j'ai décidé de faire mon mémoire de fin d'année à Sciences Po sur les problèmes de l'économie soviétique. Et à partir de là, je suis allé préparer ma thèse de troisième cycle, puisqu'à l'époque, il y avait la thèse de troisième cycle et la thèse d'État, autrement dit, le système russe, hein, la candidatia et la dissertatia. Donc, je suis allé préparer ma candidatia avec un professeur qui était un grand spécialiste de l'économie soviétique, Charles Bettelheim, qui a dit très bien, vous lisez le russe, voilà, vous allez pouvoir lire toute une série de documentation. Oui, bien sûr. Bon. Et puis, pour ma thèse d'État, j'ai travaillé avec un autre professeur qui, lui, ne connaissait pas le russe, mais qui était d'autant plus content que je lui traduise toute cette littérature économique. Oui, ça a été effectivement extrêmement important pour mes choix de carrière. Hein. Donc ça, c'est évident. Et d'une certaine manière, une grande partie de ma carrière d'économiste a été déterminée parce que je connaissais le russe. Alors bien sûr, il y avait d'autres raisons, il y avait l'intérêt général pour le pays, bon, mais c'est vrai que la connaissance du russe, ça a été une clé d'entrée dans ce monde qui a été très pratique et extrêmement utile. Bon, après, il me reste de temps en temps des choses, et alors ce qui est très étonnant, c'est que je parle mieux en russe en rêvant qu'éveillé. Vous parlez le russe quand vous dormez? Oui, de temps en temps. De temps en temps, je me rends compte que je rêve et que dans mon rêve, je parle le russe. Et là, les mots me viennent bien plus naturellement qu'ils ne me viennent quand je suis réveillé.
Ce qui me fait dire que peut-être on devrait se transformer en somnambule, on parlerait bien mieux les langues étrangères. Est-ce que c'est le vocabulaire professionnel, thématique de la vie quotidienne? Non, justement, c'est le vocabulaire classique, le vocabulaire de la culture. Si vous voulez, c'est ce vocabulaire qui est très enfoui dans ma mémoire, parce que c'est un vocabulaire que j'ai étudié de 10-12 ans jusqu'à 18 ans. Bon, j'en ai 65 maintenant, qui ressort à ce moment-là. Mais j'ai vu aussi que même des mots où je me dis, mais comment je vais le retrouver, etc., eh bien, il me revenait en rêve assez spontanément. Ce qui me fait dire que, en fait, si je passais 6 à 8 semaines en Russie, complètement coupé de tout autre langage, je pense que mon russe reviendrait à peu de choses près à son niveau tel qu'il était quand j'avais 17-18 ans et qui était considéré comme un bon niveau à ce moment-là. Merci beaucoup. Une autre question? J'ai encore une Oui, question oui. pour vous, je vais en profiter. En ce moment, la Russie n'a pas toujours une bonne image dans des médias français. À votre avis, est-ce que ça pourrait décourager les jeunes Français qui voudraient apprendre le russe? Vous savez, l'image de l'Union soviétique n'était pas bonne non plus dans les années 70. Donc oui, et on peut regretter que les médias aient cette espèce de parti pris anti-russe. Alors, il faut dire aussi, il y a d'autres médias moins connus qui essayent de contrebalancer cette influence. Mais globalement, cette espèce d'anti-russisme un petit peu primaire, il existait dans les années, fin des années 60, début des années 70. Et à l'époque, il ne décourageait pas des lycéens très nombreux de prendre le russe. Donc, mettre ça uniquement à cause de l'attitude de la presse, je crois que ce n'est pas vrai, même si il faut souhaiter que la presse ait une attitude beaucoup plus honnête et beaucoup plus balancée par rapport à la Russie. Ça, c'est évident. Mais je veux dire que le fait que la presse dise du mal de la Russie n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est, comme je l'ai dit au départ, le fait que les gouvernements ont décidé que les élèves feraient maintenant anglais et espagnol et qu'on allait abandonner ce qu'ils appellent les langues rares et les langues complexes. Bien. Et aussi, évidemment, les défauts d'apprentissage de la langue française qui ont des conséquences graves quand on est confronté à une langue où la grammaire est elle-même, non pas complexe, mais très structurée. Et donc, le fait qu'on ne connaisse pas sa grammaire, sa propre grammaire, la grammaire en français, a évidemment un impact sur la capacité à apprendre une grammaire structurée. C'est-à-dire pour les Français, il faut réviser ce qu'ils ont appris avant? Oui. Absolument. Et c'est la première chose, il faut être capable de faire une analyse grammaticale précise d'une phrase. Et il faut être capable de le faire très vite, de le faire quasiment instantanément, en sachant ça c'est le verbe, ça c'est le complément, ça c'est le sujet, ça c'est l'attribut, etc. Ça c'est le complément d'objet direct. Bien. Parce que si vous faites ça très vite, immédiatement, les déclinaisons, donc les terminaisons. C'est comme les mathématiques. Exactement. Les terminaisons des mots se mettent en place, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui, au début, déconcerte beaucoup les Français. Ah, mais il n'y a pas d'article en russe. Ben oui, il n'y a pas d'article. Parce qu'il n'y a pas besoin d'article. Parce que ce sont les déclinaisons. Mais en latin non plus, il n'y a pas d'article. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème, puisque j'avais appris le latin, d'une certaine manière, j'étais déjà accoutumé à ce genre de système. Mais c'est vrai que ça, allez, pendant 3 mois, ça déconcerte beaucoup des jeunes Français qui étudient le russe. J'ai comme ça le fils d'un ami qui commence le russe en 4e, on va chez eux, puis il m'a commencé, ah, mais c'est terrible, tu sais, il n'y a pas d'article. Ben oui, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas de verbe être présent. Non plus, tout à fait. Ça c'est pas un vrai problème. Mais l'absence d'article, c'est quelque chose qui panique pendant 1 ou 2 mois un Français. J'ai des élèves qui me demandent, les débutants, tiens, non, mais les articles, ils sont où? Pourquoi il y a pas? Voilà. Tout à fait. Et ça, si vous voulez, il faut expliquer, mais nous avons inventé des articles
parce que nous n'avons plus de déclinaison en français. On avait dans le vieux français du haut Moyen-Âge, il y avait en fait, mais là, il n'y en a plus, donc on a besoin d'articles pour dire quelle est la place du mot dans la phrase. Mais à partir du moment où vous avez des déclinaisons, ben, logiquement, vous n'avez plus besoin d'articles. Oui, c'est logique. Mais la grammaire du russe est une grammaire extrêmement logique. Alors, ma grand-mère était probablement de parti pris de ce point de vue-là, mais c'est vrai que d'apprendre la grammaire du russe, après avoir appris la grammaire latine d'ailleurs, justement, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point la grammaire de la langue française est une grammaire faite d'exceptions et non pas de règles. Ben, bien sûr, il y a des règles, mais disons, les exceptions sont beaucoup plus nombreuses que dans d'autres langages. Et ça, c'est un énorme problème. Ça d'ailleurs, de dire que un russe ou une russe qui apprend le français, à mon avis, a beaucoup plus de difficultés qu'un français qui apprend le russe. Je vous comprends parce que pour moi, c'était plus facile d'apprendre l'allemand. Absolument. Comme Même les chose. règles sont plus strictes. Les règles sont strictes, vous n'avez pas de problème. En plus, là, pour le coup, vous avez une grammaire qui est assez homologue à la grammaire du russe, effectivement. Mais pour le français, je vous plains. Je vous plains. Et on plaint aussi les Français qui apprennent le russe. Oui, mais moins que les Russes qui apprennent le français. Donc, on vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage de russe. On espère que ça va aboutir à Merci. de bels résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sapir, d'être intervenu aujourd'hui. Pas de C'était quoi, vraiment et un grand je plaisir suis pour moi. très heureux d'avoir pu partager un petit peu mon expérience de locuteur hésitant et très imparfait justement dans la langue russe, mais de quelqu'un qui a dans son souvenir le fait qu'il fut un temps où il parlait nettement mieux le russe qu'aujourd'hui. Et on peut changer ça. Oui, pour ça il faudrait vous allez que... venir à un Oui, musée, voilà. vous allez vous couper de langue française, Exactement. Et oui, vous mais entourez d'étudiants russes. tout à fait. Et c'est ce qu'il faudrait faire. C'est effectivement ce qu'il faudrait que je fasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver les liens par les réseaux sociaux de Monsieur Sapir ainsi que vers ses ouvrages dans la description de cette vidéo. C'est juste en bas. Et alors, comment on dit au revoir en russe? До свидания. До свидания.